Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon la Banque mondiale, l'Afrique a fait d'incontestables progrès pour augmenter la scolarisation dans le primaire et le premier cycle du secondaire. Pourtant, près de 50 millions d'enfants restent non scolarisés. La plupart de ceux qui fréquentent l'école n'y acquièrent pas les compétences de base indispensables pour réussir dans la vie. Nous parlerons d'éducation dans cet entretien, bien plus d'orientation et de responsabilité, ou du moins la responsabilité des apprenants. Pour en discuter, Elisabeth Manou-Messé est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour et merci beaucoup. Vous êtes praticienne en psychopédagogie positive, manager des organismes d'éducation et de formation, coach en des apprentissages et de l'orientation, fondatrice d'un cabinet de formation. Encore bienvenue. Avec vous, nous allons parler de toutes les questions qui touchent l'éducation, surtout les apprenants. Il y a beaucoup de travail dans le domaine de l'éducation. Pourquoi vous particulièrement décidez-vous de vous investir pour la cause de l'éducation en Côte d'Ivoire et même en Afrique? Alors, l'éducation est l'un des secteurs clés du développement de notre société. Et depuis mon très jeune âge, j'ai commencé avec l'encadrement de cadets dans le processus d'acquisition de connaissances. Et j'ai poursuivi dans ce sens-là parce que pour moi, l'éducation est un instrument redoutable que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Et comme Nelson Mandela lui-même l'a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser si nous voulons amener de l'amélioration dans notre société. Et comme on l'a dit hors antenne, on constate que dans le domaine de l'encadrement à domicile, il y a beaucoup plus d'hommes. Il y a quelques semaines de cela, la semaine dernière, on célébrait le 8 mars. Pourquoi peu de femmes dans ce domaine? Alors, je ne saurais dire, parce que je n'ai pas vraiment de statistiques, mais je dirais quand même que l'action de la femme peut être discrète. Les femmes sont partout présentes depuis le début de l'acquisition des connaissances par l'enfant jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte. La femme est celle qui encadre, qui accompagne, et même si on ne le voit pas, elle est toujours présente. D'accord. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a eu récemment les états généraux de l'éducation, de nouvelles réformes pour permettre au système éducatif de pouvoir continuer son développement. Quel est le constat et l'état des lieux que vous dressez après ces états généraux, quant au niveau scolaire, quant aux besoins des apprenants? Alors, il faut dire que les états généraux se sont achevés juste l'année dernière. Il n'y a pas encore eu la présentation officielle des résultats, donc on ne peut pas vraiment se positionner sur le contenu de ces résultats. Ce qu'on peut dire, c'est que les différentes réformes qui ont été apportées par le gouvernement et en particulier le ministère de l'Éducation nationale, sont déjà à saluer. Il y a de grandes choses qui ont été faites et il faut encourager, participer à cette transformation de l'éducation et ne pas rester en retrait. Il faut aussi encourager le gouvernement à aller jusqu'au bout, jusqu'à la pratique, la mise en application de tout ce qui a été issu, de tout ce qu'on a tiré, de ces différents états généraux. D'accord. Dans les méthodes pédagogiques, l'enseignant, il a un pourcentage d'enseignement qu'il donne aux apprenants. Parfois, les apprenants sont mis à contribution et vous êtes pour le fait que l'apprenant puisse être responsabilisé, non seulement dans ses choix, mais aussi ses choix d'orientation et pourquoi pas de vie professionnelle demain. Pourquoi? Tout à fait. Nous croyons que l'enfant est apte à pouvoir réfléchir de lui-même et choisir sa voie. En tant que parent, parfois, on a la volonté de pouvoir choisir pour nos enfants parce qu'on a une certaine expérience. On a déjà vécu des situations qui nous donnent l'autorisation de pouvoir choisir pour eux. Mais à un certain moment, il faut laisser l'enfant faire ses choix. Et l'adulte ou l'accompagnant, ça peut être un parent ou bien un coach d'orientation, va accompagner l'enfant jusqu'à ce que lui-même il puisse trouver sa voie et s'insérer professionnellement. On a souvent entendu certains parents dire il faut que mon fils il soit juge, il faut que ma fille soit médecin. Et dès le bas âge, on lui impose un rythme de travail. Pour certains, ça a marché, pour d'autres, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est une bonne pratique, vous qui êtes coach dans ce domaine? Alors moi, je ne dirais pas que c'est une bonne ou une mauvaise pratique. Je dirais simplement que chaque situation est différente. Chaque enfant a sa personnalité, a son caractère qu'il faut associer au choix. Il ne faut pas prendre la décision pour l'enfant, mais l'accompagner, lui proposer plusieurs alternatives et le laisser faire son choix. En définitive, c'est l'enfant qui va vivre ses choix et ainsi que les conséquences. Il vaudrait mieux que ce soit lui qui prenne la pleine mesure de ces choix-là. Vous parlez justement des conséquences. À l'école, il y a des conseillers d'orientation, mais qui ne sont pas toujours
écouter. Et parfois, les conséquences sont désastreuses. Quand certains élèves en classe de 3e dans les systèmes classiques doivent aller en classe de seconde et choisir entre la littérature et la filière scientifique, parfois c'est par effet de mode que certains veulent se lancer. Et après, arriver à l'université aussi par effet de mode. J'ai appris que dans telle filière, ça débouche sur telle chose. Et finalement, c'est regrettable. Alors, comment est-ce que l'apprenant qu'on veut responsabiliser doit-il se comporter et faire ses choix? Alors la première des choses que nous faisons, qu'il faut faire, c'est de pouvoir identifier les caractères et la personnalité de l'enfant. Chaque individu apprenant doit se connaître lui-même pour pouvoir faire une bonne orientation, un bon choix. Si tu ne te connais pas, tu ne connais pas quelles sont tes habiletés, au-delà des compétences, ça sera difficile de pouvoir faire un choix qui va être avec succès, un choix épanouissant. C'est pour ça la première des choses, c'est de se connaître soi-même et ensuite de faire un choix par rapport à ses habiletés, à son caractère et enfin à ses compétences. D'accord, maintenant au-delà des compétences, il y a le marché de l'emploi aussi qui est un problème. On a souvent entendu dire qu'il y a souvent une inadéquation entre la formation et l'emploi. Donc après avoir respecté tout ce qui a été dit, si on arrive sur le marché de l'emploi, on a la compétence, on a l'intelligence, on a la formation. Est-ce qu'on peut se retrouver en train de chômer parce que le monde de l'emploi ne se prête pas à... Alors, ça dépend. Je dirais que le monde de l'emploi, c'est un monde où on vient proposer des actions, proposer des choix, un investissement. Alors, quelqu'un qui a fait une option et qui se rend compte que le marché ne présente pas de besoin, eh bien, je crois qu'il faut réimaginer, réinventer pour créer le besoin. Et ça, ce n'est pas difficile. Il faut juste réfléchir, poser des actions pour aboutir à pouvoir créer de l'emploi. C'est ça l'entrepreneuriat. Il y a eu une crise récente qui perdure, la question des docteurs qui n'ont pas été recrutés. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment peut-on atteindre le doctorat et puis ne pas être recruté. Certains parlent de chômage. Quelle est la lecture que vous faites? Ils sont au nombre de plus de 1000. Est-ce qu'on peut atteindre ce niveau, être aussi nombreux, avec une intelligence pareille, des compétences pareilles, et puis ne pas se créer même les conditions de pouvoir évoluer, réussir et atteindre l'état? Ici, il s'agit d'un pôle tout à fait différent qui est l'enseignement supérieur. Dans ce cas-là, il y a plusieurs alternatives. L'État a déjà mis en place de nombreuses universités, mais ces nombreuses universités ne correspondent pas aux besoins. Le besoin n'est pas aussi présent que la proposition des docteurs et autres. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il n'y a pas que l'université qui emploie les doctorants. Il y a beaucoup d'actions que ceux-ci peuvent faire, mener des études, des consultances au sein d'entreprises ou d'organismes internationaux pour pouvoir, à un certain moment, donner de la valeur, apporter quelque chose à l'enseignement ou bien au pays même. D'accord, terminons par les parents. Vous faites de l'accompagnement scolaire, de l'encadrement, du coaching. Quelle est la responsabilité des parents dans ce que les coachs font? Est-ce que les coachs prennent le relais totalement? Comment ça se passe? Alors, le rôle du coach, ce n'est pas de suivre l'enfant continuellement. Le coach... Et là, il faut encore nuancer parce qu'aujourd'hui, il y a une notion différente de coach qui n'est pas tout à fait juste. Tout le monde se fait appeler coach. Oui, effectivement, c'est pas tout à fait juste. Le coach, c'est un accompagnant. Il accompagne l'individu, qu'on appelle accompagné, jusqu'à ce que celui-ci trouve la solution au problème qu'il a rencontré. Et donc, cela ne peut pas se faire de façon continue. Cela se fait sur des séances et les parents à la maison doivent poursuivre le travail qui a été initié par le coach. Donc, ce n'est pas un travail continu. Voilà, pour que ce dernier reste un éternel assisté. Oui, l'objectif final, c'est que l'enfant soit autonome dans ses apprentissages, autonome dans ses choix. Donc, le coach, à un certain moment, il doit s'arrêter et laisser la place. D'autant plus qu'il a la capacité de déceler les besoins de l'apprenant et puis donc l'aider à trouver son chemin. Elisabeth Manou-Messé, merci d'être passée sur notre plateau. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Moi de même. Nous rappelons que vous êtes praticienne en psychopédagogie positive, manager des organismes d'éducation et de formation, coach des apprentissages et de l'orientation, fondatrice et dirigeante d'un cabinet de formation. Merci encore d'être passée. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.